qui a été posée. Je ne sais pas s'il y a encore d'ailleurs un point d'interrogation ici, il y en a plus, sur l'aggiornamento. Nous en avons discuté. Et bon, évidemment, le général de Gaulle aurait dit que c'est une vaste question. Alors, vaste question parce qu'évidemment, elle porte sur un avenir lointain, vaste question parce que c'est le plus grand pays du monde et ça me frappe depuis que je suis ici, et y compris par rapport à la Chine, qui paraît complètement encerclée géographiquement par la Russie, qui part effectivement de l'Europe jusqu'à Vladivostok, Sakhalin ou le Kamtchatka, et je pense que c'est important évidemment dans la mentalité russe. Vaste aussi parce que historiquement il y a un lien très fort entre nos pays, un lien historique, un lien culturel, et puis vaste parce qu'il y a effectivement des incompréhensions qui sont très fortes, pas seulement depuis 2014 d'ailleurs, et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui les Russes ont tendance à dire que les pays occidentaux ont une mentalité de guerre froide, et dans les pays dits occidentaux, en France ou en Europe, on parle d'actes qui relèvent de l'époque de la guerre froide aussi. Alors avant de parler de est-ce que c'est une remise à plat ou c'est un peu un nouveau souffle, un aggiornamento. Et en tout cas, c'est différent de ce que nos partenaires occidentaux appellent des recettes, reset, de la relation, qui donne l'impression qu'on part d'une terre brûlée et qu'on recommence tout, périodiquement d'ailleurs, parce que après le reset, il y a toujours un gel et puis on recommence. Je crois que la France a voulu effectivement éviter ce gel, que ce soit dans le passé ou que ce soit depuis 2014. Et le président de la République, parlant de sa politique étrangère, parle toujours d'une tradition gaulo-mitterrandienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'indépendance de la France et que c'est la perception des États comme des États-nations et qui perdurent au-delà des régimes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que juridiquement, la France ne reconnaît pas des gouvernements, elle reconnaît des pays. Donc il y a cette continuité dans le temps. Et quand le général de Gaulle est venu en 1966, il disait que c'était la France de toujours qui faisait une visite à la Russie de toujours. C'était l'Union soviétique, mais pour lui c'était la Russie. Et je pense qu'il a été visionnaire d'ailleurs, puisque aujourd'hui c'est bien de la Russie qu'il s'agit. C'est donc de voir une relation, non pas dans les contingences de telle ou telle période, mais de l'intérêt général de la France, de l'intérêt géopolitique vis-à-vis de la Russie, et en incluant aujourd'hui évidemment la dimension européenne, puisque vous avez raison de dire que l'aggiornamento concerne pas seulement la France et la Russie, mais la France et l'Europe. Je vais y revenir. Le général de Gaulle, à l'époque, disait que nos deux nations n'avaient cessé d'éprouver l'une pour l'autre un intérêt et un attrait tout à fait particuliers, une considération et une cordialité réciproque que n'ont brisé depuis des siècles, ni certains combats d'autrefois, ni des différences de régime, ni des oppositions suscitées par la division du monde. Tout cela a été dit il y a un demi-siècle, mais c'est encore valable aujourd'hui, malgré tous les bouleversements internationaux, 89, 2001, 2014. Je fais cette expérience-là au quotidien, dans les relations avec la Russie. Un de mes collègues qui était à Londres et qui avait été en Russie avant me dit « Tu n'imagines pas l'histoire d'amour qu'il y a entre la France, entre la Russie et la culture française, ce que je peux mesurer tous les jours. Et nous sommes très attachés à cette dimension, échange entre musées. Vous vous souvenez de l'exposition Choukine à la Fondation Vuitton, bientôt l'exposition Morozov,
le Salon du Livre, dont la Russie était l'invité d'honneur. Je vais, moi, demain, après-demain, au Salon du Livre à Krasnoïarsk, où il y aura également des auteurs français, auteurs également pour la jeunesse, ce qui est intéressant, parce que c'est l'avenir qu'il faut préparer. Il y a une autre dimension symbolique à la coopération entre la France et la Russie, c'est la science et c'est l'espace. Quand vous avez fait des études de mathématiques, vous connaissez nécessairement la Russie, vous avez même appris un peu de russe, et ça je pense que c'est important et que ça demeure. Et j'étais à Baïkonour, malheureusement le vol n'a pas réussi, mais les cosmonautes ont réussi à revenir sur Terre et repartiront dans les étoiles au printemps prochain. Quand on visite le musée de l'espace, la France y est très présente, le général de Gaulle y est très présent aussi, et aujourd'hui nous notons un nombre impressionnant de Soyouz sur la base de Kourou, et je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. En termes de perception aussi, alors il y a eu un sondage récent de l'Institut Harris et du FTIOM, dans lequel il ressort que 58% des Français qui ne sont jamais allés en Russie souhaitent s'y rendre, 87% de ceux qui y sont déjà allés. Évidemment, la Coupe du Monde a joué un rôle très important parce que ça a permis de découvrir une Russie qu'ils n'imaginaient pas, une Russie plus accueillante, une Russie plus dynamique, plus gaie aussi. Et donc certains ont l'intention d'y revenir, et on dit que 63% des Français interrogés déclarent de la sympathie pour les Russes. Il y en a d'autres évidemment qui ont une vision plus négative, mais je pense qu'on peut bâtir là-dessus. Les échanges économiques, la Chambre de commerce, des membres du Conseil économique sont ici. Nos relations économiques vont bien. Les échanges ont été en augmentation en 2017, donc ils ont atteint 13,2 milliards d'euros. La France est le 6e fournisseur de la Russie. La France est aussi le premier employeur étranger, avec des grosses entreprises comme Auchan et comme Renault, et le 2e investisseur en stock. Les entreprises françaises ne sont pas parties à la suite des tensions géopolitiques, et des grands projets emblématiques ont vu le jour. Je suis très peu de temps après mon arrivée, en décembre dernier, allée à Yamal, au-delà du cercle polaire, dans la nuit polaire d'ailleurs, pour découvrir le projet de LNG Yamal, et je dois dire qu'il y a rarement un projet industriel qui m'ait autant impressionné, et pourtant dans mes fonctions j'ai visité beaucoup d'usines. Nous avons maintenu le CEFIX et le Conseil économique qui aura lieu le 17 décembre à Paris entre les deux ministres de l'économie. Alors, pour faire un aggiornamento, il faut quand même se fonder sur l'existant et sur les difficultés existantes que vous avez mentionnées. Alors, il y a sans doute dans la vision qui est... il y a une vision obsidionale de la Russie qui remonte à l'époque tsariste, en fait, qui s'est perpétuée pendant l'époque soviétique et qui demeure. Alors, le problème, c'est que tous les paranoïaques vous disent aussi, les paranoïaques ont aussi des ennemis, ce qui est vrai aussi. Donc on nous reproche de ne pas avoir soutenu suffisamment la France à la suite de l'effondrement de l'URSS. Je crois qu'il y a eu effectivement une véritable incompréhension, pas tellement entre la France, peut-être entre l'Occident de manière générale et puis la Russie, l'illusion que c'était la fin de l'histoire et que du jour au lendemain, la Russie allait devenir une grande démocratie, qu'elle allait devenir une démocratie et qu'elle allait devenir également une grande économie libérale, en méconnaissant sans doute le prix
de la transformation d'une économie soviétique en une économie libérale. L'autre question est bien évidemment géopolitique, c'est le problème de l'OTAN. Donc beaucoup de Russes nous ont dit, nous on a démantelé le pacte de Varsovie, l'idée c'est qu'il fallait démanteler l'OTAN. Donc vous connaissez la proposition intermédiaire qui a été celle d'un conseil OTAN, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus très bien, et qui ne fonctionne plus aussi à cause de l'élargissement. Il y a eu l'illusion dans les relations entre la Russie et l'Union européenne, et quand on parle de mes fonctions d'ambassadeur, on oublie généralement que j'ai été aussi ambassadeur au comité politique et de sécurité de Bruxelles. C'est un peu le conseil de sécurité de l'Union européenne sur le modèle de l'ONU, où on décidait de la politique étrangère et de la défense de l'Union européenne. Et je me souviens à l'époque, Javier Solana était le représentant, le haut représentant, on disait, pour la politique étrangère et de sécurité commune, et il avait des contacts fréquents avec Vladimir Poutine. Il est revenu de Sochi et nous a dit, voilà, on va élaborer une stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. On discutait à l'époque de 4 espaces communs entre la Russie et l'Europe, et nous avons commencé à travailler dessus. Et j'étais là quand le Conseil de politique et de sécurité, comme le Coreper, notre organe de l'Union européenne, se sont élargis aux nouveaux membres. Et là, on a vu qu'il y avait un fossé très fort entre les nouveaux membres pour qui la Russie restait une menace, et ce qui pour nous à l'époque était quelque chose d'étonnant, parce que c'était en 2003, puis 2004, et qui nous ont dit, enfin certains d'entre eux, il n'en est pas question. Et la réalité, c'est que depuis lors, c'est très difficile d'élaborer une politique européenne vis-à-vis de la Russie, parce que la Russie est divisée. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Union européenne, Marcus Edrer, qui est excellent, était ambassadeur de l'Union européenne en Chine à l'époque où j'y étais. Donc on se connaît très bien. Et sa tâche est beaucoup plus difficile ici, parce que quelles que soient les relations vis-à-vis de la Chine qu'ont les différents membres de l'Union européenne, ils partagent plus ou moins la même vision. Ce qui n'est évidemment pas le cas ici, ce qui ne facilite pas les choses. Bon, on nous reproche parfois aussi notre manque d'indépendance, mais on peut rappeler quand même que la France était aux côtés de la Russie et de l'Allemagne contre la guerre en Irak, et ça, je pense que c'est important. Maintenant, il y a les autres sujets qui sont des sujets de grief en Europe, en France. La Syrie. Alors, la Syrie, je pense qu'il y a une évolution sur le sujet. Les bombardements d'Alep ont beaucoup choqué en Europe. Les populations civiles ont été visées. Et quand la Russie a commencé à intervenir, le sentiment était qu'ils intervenaient moins contre Daesh, qui était notre ennemi terroriste commun, que contre les opposants de Assad. Je crois que les choses ont beaucoup évolué, d'abord parce que je pense que la Russie aujourd'hui est tout à fait consciente qu'il n'y a pas de solution militaire possible et qu'il est nécessaire d'avoir une solution politique, ne serait-ce que parce que la Russie ne souhaite pas rester en permanence en Syrie. On est au départ un libérateur et on est ensuite un occupant. D'autres pays l'ont connu dans d'autres régions du monde. Donc même s'il y a eu des désaccords sur les chemins suivis, je crois qu'aujourd'hui les choses ont changé. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a un processus politique et que la Russie arrive à convaincre le président Assad. Mais en même temps, le sommet d'Istanbul à 4, samedi dernier, est quand même un événement sans précédent. Parce qu'il y avait jusque-là, d'un côté, le groupe d'Astana,
qui était piloté par la Russie. De l'autre côté, il y avait le Small Group, qui était piloté par la France. Et à Saint-Pétersbourg, le président de la République avait demandé précisément à Vladimir Poutine, qui avait accepté pour la première fois qu'il y ait un rapprochement entre ces deux groupes. Et en fait, c'est le principal résultat de la rencontre d'Istanbul. Et en même temps, il y a eu sur le fond un accord sur la mise en place d'un comité constitutionnel dont le principe avait été agréé à Sotchi. Par ailleurs, la France, contrairement à ses autres partenaires, avait décidé l'été dernier de livrer de l'aide humanitaire, à l'époque dans la Ghouta orientale, et elle l'avait fait avec l'armée russe, et il y avait donc eu en fait la reprise d'une coopération militaire. Donc je pense que sur ce sujet-là, il y a des positions qui sont plus réalistes, mais qui correspondent à l'intérêt de chacun. Il y a des possibilités de progresser. Et puis, il y a cette restreinte sur Idlib, parce que beaucoup ont pensé à un moment que allait recommencer ce qui s'est passé à Alep, et dans ce cas-là, ça déchaînait les réactions négatives en Europe, et l'intelligence de Poutine est d'avoir eu cet accord avec Erdogan. L'autre sujet que vous avez évoqué, c'est bien sûr la Crimée, pas la Crimée d'ailleurs, c'est la Crimée, bon, mais c'est surtout l'Ukraine et le Donbass. C'est ce qui a généré les sanctions de l'Union européenne et ce qui a conduit effectivement à des récriminations réciproques. Pour l'Europe, c'est clairement une violation du droit international et nous souhaitons donc qu'il y ait une correction. Alors la correction, c'est la mise en œuvre des accords de Minsk, et c'est ce qui a été discuté entre les membres du format Normandie, Russie, Ukraine, France et Allemagne, qui reste toujours sur la table. Alors on sait aujourd'hui qu'avec les élections en Ukraine, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et si la Russie est pas de non-accord, de non-mise en œuvre des accords de Minsk, on ne peut pas dédouaner non plus l'Ukraine sur ce sujet-là. Ce qu'on dit souvent aux Russes, c'est que c'est le plus grand pays, c'est le pays le plus fort, donc c'est le pays qui peut prendre l'initiative. Je continue de penser qu'il y a une solution possible, qui est une solution qui serait autour du déploiement d'une opération de maintien de la paix. D'ailleurs, le président Poutine l'avait accepté. Pour lui, c'était simplement la sécurité des observateurs, je pense, après avoir discuté avec des membres de son entourage, mais il y a plusieurs mois. Je pense que c'est possible. Malheureusement, il faudra sûrement attendre aujourd'hui les élections en Ukraine. Il y a d'autres sujets qui sont des sujets qui ne facilitent pas les relations. Vous l'avez évoqué, c'est l'affaire Skripal. Le jour où c'est arrivé, je me souviens avoir dit à l'ambassade, c'est un game changer. Ça va changer complètement la donne dans les relations. Ça a été le cas, puisque ça a conduit quand même à un mouvement d'expulsion sans précédent, parce que c'est la première fois qu'il y a eu une coordination des Européens enfin des Occidentaux pour expulser, pour réagir à l'utilisation d'armes chimiques sur le territoire d'un de nos partenaires. Ce n'était jamais arrivé. Dans le passé, il y avait toujours eu des conflits, des problèmes d'espionnage. J'avais d'ailleurs moi-même, quand j'étais en Union soviétique, 30 ans avant, accompagné mon ambassadeur pour l'expulsion d'une douzaine de membres de l'ambassade, qui était une mesure de rétorsion. Je pensais que je ne reverrais pas ça. Et malheureusement, quelques mois après mon arrivée, j'ai été convoquée pour m'entendre signifier le départ sous 8 jours de 4 diplomates de l'ambassade. Il y a eu les frappes qui étaient liées, parce que c'était à peu près la même époque et les mêmes raisons, sur l'utilisation de l'arme chimique en Syrie. En même temps, d'une certaine manière, ça a clarifié le paysage. On ne peut pas dire que c'est une bonne chose,
Mais je crois que comme on était quand même tombé assez bas dans les relations entre l'Occident et la Russie, il y a une volonté de repartir, de redémarrer sur une base différente. Et je crois que c'est l'intérêt de la visite du président de la République à Saint-Pétersbourg, parce qu'elle avait été fixée auparavant, mais je dois dire que beaucoup plaidaient pour que cette visite n'ait pas lieu. Il a tenu à la maintenir, et au-delà de cette visite qui s'est bien passée, d'un contact qui a permis 2 heures de tête-à-tête complet, et donc d'instauration d'une certaine confiance malgré les désaccords. Le président de la République parle d'un dialogue confiant et exigeant, et je crois que c'est de là qu'il s'agit. Et ça a été aussi l'occasion de plusieurs rencontres, de plusieurs conversations téléphoniques, et il y en a une à laquelle j'ai pu assister, enfin par téléphone, ça a duré 1 heure. Donc c'est une relation qui est sérieuse et qui est fondée sur des faits, et non pas sur de l'idéologie. Alors il y a un autre sujet qui est évoqué également, qui est quand même celui de quelques personnalités qui ont été accusées faussement, des personnalités mémoriales. Il y a l'affaire du cinéaste Sentsov, que je ne connaissais pas avant, que j'imagine peu de gens connaissaient. Ce n'était pas un cinéaste renommé, et le président de la République est intervenu à plusieurs reprises parce que nous pensons d'abord que, évidemment, au titre des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, ce n'est pas une bonne chose, mais nous pensons que ce n'est pas une bonne chose pour la Russie non plus, pour l'image de la Russie. Et franchement, j'ai eu l'occasion de le dire à des membres de l'entourage aussi du président, rien n'a gagné à ça, parce que ce n'est pas une menace ni pour le gouvernement, ni pour le régime, ni pour personne. Mais en revanche, ça atteint l'image du pays. Alors, Renan, qui parlait de la nation, disait que il fallait vouloir faire des choses ensemble, mais faire des choses ensemble, c'est aussi en oublier et donc en dépasser certaines. Et c'est donc là qu'on revient à l'idée d'aggiornamento. Le monde est en train de changer complètement. C'est avec le Brexit, avec l'élection de Trump en particulier, et avec la position de l'Amérique par rapport au reste du monde. Comme il l'a dit, le jour de son inauguration, le jour où il a gagné, à partir d'aujourd'hui, ça sera Only America First. Et c'est ce qu'on constate. Donc beaucoup d'Européens qui pensaient qu'ils pouvaient compter sur le soutien systématique des États-Unis pour leur sécurité, même pour leur commerce, ont constaté que ce n'était pas le cas. Pour la France, c'est une évidence aujourd'hui, et c'est pour cela que le président de la République parle d'une autonomie stratégique de l'Union européenne. Et je pense que dans l'idée d'autonomie stratégique, ce n'est pas seulement une autonomie stratégique militaire ou en termes de défense, qu'on puisse défendre nos propres intérêts, qu'ils soient dans le monde. Ça vaut pour l'Afrique, par exemple. Justement, j'ai présidé au début de ce qu'on a appelé la défense européenne, quand j'étais ambassadeur à Bruxelles, au COPS, et c'était d'avoir des opérations autonomes en Afrique. Et l'Afrique, ça concerne la sécurité de l'Europe, pas nécessairement la sécurité des États-Unis. De la même manière, les conflits du Proche-Orient sont beaucoup plus proches de l'Europe, parce que ça génère aussi des flux de réfugiés, et que les États-Unis qui se sentent plus protégés dans une île. Donc il est important d'avoir cette autonomie. Donc autonomie stratégique, mais autonomie également de nature stratégique d'une certaine manière, sur le plan économique et commercial. C'est toute la question des sanctions extraterritoriales qui ne sont pas acceptables sur le principe. Pour le moment, c'est très difficile, vous savez pourquoi? Parce que quand une entreprise est très exposée aux États-Unis et
Moi, dans un autre pays, comme Total en Iran, Total a quitté effectivement l'Iran. Et l'idée, c'est de trouver un véhicule, comme on dit, un mécanisme financier qui permettrait de soutenir, alors certainement pas les grands groupes comme Total ou autres, mais d'autres, enfin des entreprises de taille moyenne et qui leur permettraient de poursuivre des opérations commerciales avec des pays qui seraient visés. Le président de la République a souhaité aussi qu'on ait un dialogue un petit peu différent sur les questions de cybersécurité. C'est un sujet fondamental aujourd'hui, c'est un sujet de sécurité, y compris dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il faut aussi combattre contre l'ingérence. D'ailleurs, quand il a parlé à Vladimir Poutine de la cybersécurité, il a dit que lui-même a été victime d'attaques. Donc, ce qui a été mis en place, c'est un mécanisme à très haut niveau, puisque c'est le représentant de la sécurité du côté russe, M. Patrouchev, et Madame Landais du côté de la France, qui sont responsables des contacts dans ce domaine, c'est-à-dire au lieu de faire ce que font nos partenaires, qui est une immédiate dénonciation, attribution, ce qu'on appelle en anglais le naming and shaming, on a décidé de gérer différemment, c'est-à-dire en le dénonçant preuve à l'appui, mais dans un cercle de gens compétents et dans un cercle beaucoup plus restreint. Ce que nous avons cherché à maintenir aussi, c'est le tissu des relations entre la France et la Russie, c'est de le faire au niveau des citoyens, des jeunes, pas seulement ceux de Saint-Pétersbourg et ceux de Moscou, mais dans la lointaine Sibérie ou ailleurs, avec des thèmes, vous savez, pour le dialogue de Trianon, il y a à peine un an, ou même moins si on compte l'annonce du lancement et la photo des membres du comité de coordination du dialogue avec le président Poutine et le président Macron à Saint-Pétersbourg, il y a quelques mois. Donc évidemment, c'est un démarrage avec des tâtonnements, mais l'idée c'est d'avoir cette plateforme interactive et d'avoir des vrais débats participatifs. L'idée aussi, c'est de générer sous l'égide de cette structure d'autres initiatives. Alors certains ont parlé de l'OFAGE, qui est l'Office de la jeunesse franco-allemand, faire la même chose avec la Russie. Moi je pensais plutôt aux Young Leaders franco-russes. On l'a fait avec très peu de pays, on l'a fait avec les États-Unis. Ça fait plus de 50 ans, c'est un réseau de gens qui se connaissent et qui se comprennent. On l'a fait plus récemment avec la Chine et avec le Royaume-Uni, et je pense que c'est important. Il y a un dernier point que je voudrais évoquer, qui est celui de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. La Russie en est un des membres très importants. Ces structures avaient été créées justement pour intégrer la Russie post-guerre froide. Et c'est important qu'on trouve des solutions pour que la Russie reste évidemment membre de ces deux organisations. Parfois, il faut un peu de ce que les diplomates appellent l'ambiguïté constructive, pour permettre donc à la Russie de rester. Donc il y a des difficultés qui sont des problèmes que vous avez évoqués. Le président de la République souhaite un jour la levée des sanctions, mais pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, même si je sais que surtout les hommes d'affaires souhaiteraient que ce soit fait comme ça, sans condition du jour au lendemain, qu'il y ait un geste de la Russie qui puisse permettre d'ailleurs à chacun de conserver la face. C'est une notion très, très asiatique. On ne va pas simplement dire ça n'a pas marché donc on arrête, parce que ça serait aussi un signal de faiblesse. Et je crois que clairement il est conscient que ce n'est pas normal
que la Russie, qui est un grand pays, qui est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, ait cette relation qui soit handicapée par des sanctions. Je ne dis pas encore une fois qu'on va la lever sans condition, mais je crois que le but, d'ailleurs, les sanctions n'ont jamais été mis fin en soi. Quand on adopte des sanctions, et j'ai été à New York au Conseil de sécurité, j'étais à Bruxelles également, en général on réagit à une situation, d'ailleurs les sanctions sont prévues dans la Charte des Nations Unies pour amener l'autre à la table de négociation. Le problème, c'est que on arrive rarement à sortir des sanctions. Est-ce que c'est une bonne formule ou pas? On peut se poser la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est aussi la question. Parce que c'est difficile quand ce sont ensuite des échanges, des monologues, des convictions que chacun a raison. Mais en tout cas, il faudra pouvoir sortir de là. Et j'espère que l'année 2019 le permettra. Notre président est engagé évidemment dans l'organisation des élections européennes. Elles sont difficiles. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties illibérales. Le monde est un petit peu en train de se redéfinir par rapport à des États-Unis qui ne sont plus l'allié ou l'ami d'autrefois, avec des mouvements qui sont des mouvements extrémistes, populistes, xénophobes, souvent dans les différents pays. Et l'idée, c'est que chacun ne soit pas humide, mais qu'on ait une Europe forte par rapport à des États-continents comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, le Brésil, l'Inde, demain, ça je pense que c'est très important. Et que, évidemment, ça se fasse dans le cadre d'un monde multipolaire, ce qui est une évidence. Or, pour le moment, les États-Unis restent la puissance dominante, parce qu'elle est une puissance financière, qu'elle a le dollar, qu'elle est une puissance militaire également. Mais l'idée est quand même, et c'est ce que souhaite la France, et depuis De Gaulle, c'est pour ça que je parlais de cette tradition gaulo-mitterrandienne, d'avoir un monde multipolaire, mais avec des poids respectifs, parce qu'on aura toujours des concurrences sur le plan économique et des difficultés, y compris sur le plan de cybersécurité, qui est le nouvel horizon de la défense. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de changer la relation avec la Russie, de convaincre nos partenaires européens qu'il le faut, compte tenu de sa taille, de son histoire et de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, qui est quand même un statut très privilégié. Il y a 5 membres seulement. Il n'y aura pas de solution de crise sans la Russie. Alors parfois elle est un peu bloquée, mais il n'empêche que c'est le cadre de la sécurité collective et c'est le cadre de la légitimité internationale aussi. Voilà, je vais arrêter.